Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur ce webinaire intitulé Les solutions de sauvegarde pour les indépendants et les TPE. Je suis Laurent Linty, consultant dans le domaine du stockage et de la protection des données informatiques. Donc je travaille depuis 2001 dans ce domaine et en effet ma spécialité. Et je souhaitais me faire parvenir, vous faire partager mon expérience sur les différentes solutions qui s'offrent aux professionnels tout comme aux particuliers dans le domaine de la sauvegarde des données informatiques. Voilà, la problématique est un petit peu la même que celle des sociétés, simplement les solutions ne sont pas forcément adaptées et je voulais fournir quelques éclairages sur les solutions qui pouvaient s'offrir à vous pour protéger vos données informatiques. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'agenda. Donc, on va d'abord un petit peu parler de terminologie pour définir qu'est-ce que c'est qu'une sauvegarde, parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet. Les gens se font des idées parfois fausses de ce qu'est réellement une sauvegarde. L'objectif, c'est vraiment de clarifier la terminologie et de bien comprendre les tenants et aboutissants d'une vraie sauvegarde de données. Ensuite, on verra pourquoi sauvegarder vos données et surtout quels sont les risques qu'elles encourent au quotidien. Certains d'entre vous ont malheureusement pu déjà en faire les frais. On verra après les différents défis qui sont à relever au niveau des indépendants et des toutes petites structures, bien évidemment. Après, on tordra le cou aux idées reçues, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément pertinentes, que l'on peut voir, des solutions qui n'en sont pas, des produits qui ne sont pas réellement des solutions de sauvegarde, etc., etc. Donc on verra un petit peu les différentes choses auxquelles il faut faire attention quand on a besoin réellement de s'équiper d'une solution de sauvegarde. Alors on passera après à le choix de la solution. Quelle solution choisir, hein, quelle est la bonne solution. Donc on verra les différentes questions qu'il va falloir se poser. N'attendez pas une réponse toute faite ce soir. Chacun a des besoins différents, chacun a des contraintes différentes et l'objectif c'est vraiment de se poser les bonnes questions pour trouver la solution qui vous convient. Voilà, ça devrait nous occuper pendant à peu près 1 heure. À l'issue de ça, vous aurez une petite session de questions-réponses auxquelles vous pourrez bien évidemment me faire parvenir vos différentes questions ou m'écrire directement en privé, je vous laisserai toutes mes coordonnées. Alors, la sauvegarde, avant tout, c'est une opération automatisée et planifiée. J'insiste vraiment sur ces deux termes. Il y a une notion d'automatisation quand on fait une sauvegarde, qui vise à collecter des données, à les mémoriser au niveau de leur lieu de collecte et à les stocker dans le but de les restaurer en cas de perte ou de corruption. Donc ça c'est vraiment important. On voit qu'il y a 3 opérations bien distinctes: la collecte, la mémorisation et on va dire le transfert donc de l'information et le stockage de l'information sauvegardée. Comme je vous l'ai dit, la première opération, c'est ce qu'on appelle la collecte des données. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une lecture qui va se faire sur le disque dur de votre ordinateur ou de votre ordinateur portable, ou d'un serveur si vous utilisez bien évidemment un serveur. La deuxième opération, c'est le transfert des données. On va prendre ces données puis on va les transférer vers le support de stockage, ce que l'on appelle le support de second niveau. Et enfin, on va donc stocker l'information sauvegardée sur ce support dans le but qu'elle soit réutilisable en cas de problème si on était amené à devoir restaurer un fichier. Donc le schéma ici il parle un petit peu à tout le monde, hein. Ce qu'on appelle le stockage primaire, c'est votre disque dur, c'est celui de votre ordinateur ou de votre PC. Et l'écriture donc sur le support de stockage, ici on a pris l'option de mettre des DVD, c'est un petit peu désuet bien évidemment, mais au moins ça parle à tout le monde. On a vraiment un stockage primaire et un stockage secondaire qui permet de bien distinguer les choses. Alors les bonnes pratiques en la matière sont déjà d'avoir 2 stockages distincts. Le but est de ne pas avoir la sauvegarde sur le même support que celui pour lequel on a les données de production. L'idée c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier bien évidemment. Si on perd notre disque dur, on perd à la fois les données de production et les données sauvegardées, ce qui est parfaitement inconcevable et catastrophique dans ce genre de cas. Alors, comment ça marche maintenant une sauvegarde? Si on prend
cette notion de planification. Donc on a 3 jours dans la semaine, par exemple, ici le lundi, le mardi et le mercredi. Et vous voyez qu'on a programmé, à l'aide de notre logiciel de sauvegarde, le déclenchement, admettons, en fin de journée, donc le lundi soir et le mardi soir. Donc vous travaillez sur l'un de vos fichiers, vous effectuez la première sauvegarde, et vous obtenez automatiquement une copie rigoureusement identique à la donnée que vous aviez au moment de la sauvegarde. Cette opération se réitère le lendemain. Vous disposez donc d'une seconde copie. On va parler donc de version de l'information sur un autre support de stockage. Alors, en cas de sinistre, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est cet intervalle entre les deux sauvegardes. On va parler de fréquence. Ça va être l'intervalle entre lequel deux sauvegardes sont déclenchées. Ici, dans notre exemple, on fait une sauvegarde toutes les 24 heures. Le deuxième intervalle qui est important, c'est ce qui se matérialise par le travail perdu. Le travail perdu, ça va être la quantité de travail, le volume de données que vous allez perdre entre la dernière sauvegarde que vous avez et le moment où le sinistre est intervenu sur votre ordinateur. Donc la première remarque qu'on peut se faire, c'est que plus la fréquence des sauvegardes est élevée, moins le volume, la quantité de travail perdu est important dans ce cas-là. Le principe est assez simple. Si on déclenche une sauvegarde tous les soirs, un intervalle de 24 heures, et bien dans le pire des cas, on va perdre la journée de travail. En revanche, si on opte pour une fréquence des sauvegardes bien plus rapprochée, par exemple toutes les heures, et bien au maximum, on pourra perdre une heure de sauvegarde, une heure de travail, dans notre journée. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que la sauvegarde est un processus séquentiel. Donc vous avez ici une arborescence de fichiers, comme vous pouvez la trouver sur votre ordinateur, sous Windows ou Mac ou Linux, peu importe. Vous avez donc un ensemble de répertoires. Dans ces répertoires, vous avez différents fichiers qui sont vos fichiers de travail. Et le processus de sauvegarde va collecter, comme nous l'avons déjà dit, l'ensemble des fichiers sur le disque dur au moyen d'une lecture. Et cette lecture va être séquentielle. Ensuite, la seconde étape, ça va être d'acheminer chacune des copies de sauvegarde au moyen d'un transfert vers un support de stockage secondaire dans le but de stocker les fichiers, donc de les écrire et de mémoriser les dates et lieux de collecte de la sauvegarde. Là, ce que l'on peut dire, c'est que plus le nombre de fichiers à sauvegarder est important, plus ce processus de sauvegarde est donc long et pénalisant. Certains d'entre vous ont déjà fait l'expérience de certains logiciels de sauvegarde qui, quand ils se déclenchaient, vous ne pouviez plus tout simplement travailler parce que votre disque dur était complètement saturé. En gros, vous disiez ça rame. Voilà. Très concrètement, il est impossible de travailler dans certaines situations parce que le processus est tellement consommateur, il demande tellement de ressources au niveau de votre machine qu'il n'est plus possible de travailler. Donc ça, c'est pénalisant et c'est pas forcément souhaitable dans votre production au quotidien. On verra un petit peu les différentes solutions qu'on a pour pallier ce genre de choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je modifie ou si je supprime un fichier? Donc si je supprime l'un de mes fichiers, j'effectue également une nouvelle sauvegarde. À partir du moment où le fichier est supprimé, il y a une notification qui va se faire par le logiciel de la suppression du fichier. Donc il saura que le fichier qui a été précédemment sauvegardé a été supprimé. Si maintenant je viens modifier l'un de mes fichiers de travail et que j'effectue cette nouvelle copie, donc cette nouvelle lecture, je vais générer alors une deuxième copie, donc une deuxième version de mon fichier qui sera également restaurable et qui sera également stockée sur le stockage secondaire, dans le but d'être restauré. Donc je posséderai deux versions distinctes de mon fichier. Et ça, c'est assez important. Donc dans ce cas, la sauvegarde possède ce qu'on appelle un historique. Elle s'exécute ici de manière incrémentale, c'est-à-dire qu'elle ne va sauvegarder que les données qui ont été modifiées depuis la dernière sauvegarde. Donc cette opération pourra se répéter, je dirais, à l'infini quasiment. Maintenant, pourquoi sauvegarder ces données? Donc, comme je l'ai déjà dit, certains ont déjà malheureusement fait l'expérience d'une perte de données, et pour eux c'est quelque chose qui devient tout à fait naturel maintenant. Maintenant, on va un petit peu aborder les différents sinistres qui peuvent intervenir et qui peuvent typiquement vous pénaliser dans votre travail, conduire à une perte de données et vous ayez besoin de restaurer. Donc les données enregistrées sur votre ordinateur sont exposées
au quotidien à différents dangers. Donc ces dangers vont se caractériser en sinistres à partir du moment où elles vont intervenir. Donc là, il y a différentes situations. Un sinistre se caractérise par un événement imprévu qui vient entraver le bon fonctionnement de votre activité. Quand vous avez un crash disque, par exemple, ça n'était pas forcément prévu. Donc c'est quelque chose qui survient subitement et qui vient paralyser votre activité. Vous ne pouvez plus travailler parce que vous avez une panne matérielle qui intervient à un moment totalement imprévu. Maintenant, un sinistre peut également être un événement planifié, qui a des conséquences également désastreuses sur votre activité. Dans quel cas ça peut se produire? Par exemple, vous mettez à jour un de vos logiciels, votre logiciel de production que vous utilisez tous les jours pour travailler. Une nouvelle version est disponible, vous la téléchargez, vous l'installez, et vous apercevez que le résultat est catastrophique. Donc là, vous avez besoin de faire un retour arrière, de revenir à l'ancienne version, mais dans certains cas, les fichiers que vous aviez déjà générés dans l'ancienne version ont été modifiés et vous avez besoin de restaurer la dernière version parce que le résultat attendu n'est pas du tout bon. Donc ça peut être quelque chose de planifié parce que c'est vous qui avez déclenché cette mise à jour, mais ça s'est traduit par quelque chose de relativement désastreux. Enfin, l'impact d'un sinistre est fonction de sa durée et de son envergure. Donc son envergure, elle va dépendre de beaucoup de choses. Entre avoir perdu simplement un fichier que l'on va pouvoir restaurer, si évidemment on l'a précédemment sauvegardé, ou restaurer la totalité de sa machine parce que le disque a craché, l'envergure n'est pas du tout la même et les conséquences pour vous sont totalement différentes. De la même manière, la durée va être fonction de ce sinistre. Dans le dernier cas, par exemple, si vous avez tout simplement votre disque dur qui est totalement inopérant, si vous n'avez pas de disque dur de remplacement, il va falloir aller en acheter un, par exemple, au magasin du coin. Donc vous voyez que tout de suite la durée pour retourner en production, pour pouvoir retravailler, est beaucoup plus important que si vous aviez simplement à cliquer pour restaurer votre fichier que vous aviez précédemment perdu. Et ça c'est très important parce que l'envergure n'est pas toujours la même en fonction du sinistre que vous allez encourir. Donc dans notre milieu, on a fait deux catégories de sinistres. On a pu effectivement les classifier en deux grandes catégories. Les premières catégories, c'est ce qu'on appelle les sinistres chroniques. Dans ces sinistres chroniques, on a encore deux sous-catégories qui constituent les pannes physiques. Les pannes physiques, ce sont les pannes électriques, les pannes réseau. Votre fournisseur d'accès Internet ne fonctionne plus, par exemple. Les pannes PC, crash disque. Donc tout ça constitue effectivement un sinistre d'origine d'une panne physique. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les pannes logiques. Donc les pannes logiques, elles sont d'origine humaine, directe ou indirecte. Par exemple, une fausse manipulation. Vous supprimez un de vos fichiers malencontreusement, c'est une erreur humaine. Vous subissez un bug informatique. Le bug informatique est quelque chose qui a été généré, qui a été écrit, je dirais, par un humain, très concrètement. C'est également une panne logique. Dans certains cas, on en a parlé, on peut avoir une corruption logicielle. Vous avez fait une mise à jour malencontreuse et c'est venu corrompre les versions, les fichiers que vous aviez précédemment dans une version antérieure. Les pannes logiques sont également les actes de piratage, le sabotage, le vol de votre ordinateur ou encore malheureusement les actes de terrorisme. Donc les actes de terrorisme sont des choses à prendre en compte dans certaines situations et dans certains pays. Tout le monde n'est pas assujetti à ces mêmes risques, mais malheureusement l'actualité est encore bien présente. Vous vous situez à côté d'un bâtiment ministériel ou malheureusement vous êtes au-dessus d'une terrasse d'un café. Eh bien, vous pouvez effectivement être un dommage collatéral, on va dire, d'un acte de terrorisme. Et donc, par conséquent, vous pouvez très bien avoir votre appartement qui se met à brûler, etc. etc. Voilà. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle catastrophe naturelle. Donc là, les événements sont généralement imprévus. Ce sont les inondations, les incendies, tremblements de terre, etc. Tout le monde a encore en mémoire le problème à la Faute-sur-Mer, donc de Xynthia, très concrètement. Bien évidemment, si vous êtes dans l'une de ces maisons qui est ici, vous vous retrouvez sous 2 ou 3 mètres d'eau, votre ordinateur est à l'intérieur, bien très concrètement, au-delà du problème qui peut
qui se pose à vous au niveau de votre habitation, toutes vos données sont potentiellement perdues. Et là, effectivement, l'envergure du sinistre est assez importante et peut être très très catastrophique pour vous. Donc il y a des statistiques qui étaient sorties sur ce type de catastrophe. En 2001, c'est assez vieux déjà. Mais très concrètement, une société qui perdait la totalité de ses données, eh bien dans les statistiques qui ont été sorties, environ moins de 5% des sociétés s'en sortent sur le long terme. 50% des sociétés faisaient faillite dans l'année qui suit, et les 40 autres pourcents dans l'année suivante. Voilà. Donc vous voyez que c'est extrêmement catastrophique. On se remet très très difficilement d'une perte totale, je dis bien totale, de l'ensemble de ces données. Il s'agit de la facturation, il s'agit de la comptabilité fournisseur, etc., ou de vos données de production. Ce genre de sinistre est relativement destructeur pour les entreprises. Et donc par conséquent pour les TPE et indépendants comme vous. Donc face à tous ces risques, la question n'est pas tellement de se demander si vous allez perdre vos données, mais quand et comment. Parce que tout le monde, un jour, a perdu des données. Et parfois, vous n'en êtes même pas aperçu. Bien souvent, des données disparaissent suite à des migrations que vous faites quand vous changez de PC, quand vous recopiez des fichiers d'un disque à un autre, etc. C'est assez problématique parce qu'effectivement, on ne s'en aperçoit pas. Mais surtout, cette sinistralité fait que on a forcément perdu à un moment donné des fichiers, que ce soit des photos de vacances ou que ce soit des données de production. Tout le monde est confronté à ce genre de phénomène, sauf si vous travaillez dans un métier qui ne vous met devant aucun ordinateur devant la journée. Là, effectivement, il n'y a pas de problème. Bien. Au niveau des conséquences, alors les conséquences en fonction de la durée et de l'importance, elles ont de toute façon 3 conséquences directes pour vous, indépendants ou TPE. La première, celle à laquelle tout le monde pense, c'est la perte financière. Vous travaillez, vous êtes en train de travailler sur un projet, un sinistre intervient, vous perdez la totalité des fichiers informatiques sur lesquels vous travaillez. Donc là, vous ne pouvez pas livrer votre client, vous ne pouvez pas répondre favorablement à sa demande, donc la perte financière est immédiate. Si vous êtes en plus assujetti à des pénalités de retard, vous pouvez avoir une double sanction. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la perte d'image. Le client, le fournisseur, votre sous-traitant, s'il a été confronté à ce problème indirect, en fait, eh bien, il ne voudra peut-être plus forcément travailler avec vous. Si vous avez perdu les fichiers, si vous avez perdu tout votre projet, que vous n'avez pas pu le livrer à temps, votre image de marque va être extrêmement pénalisée et par conséquent, il se peut très bien que le client ne souhaite plus retravailler avec vous une fois l'affaire terminée, même avec du retard. Et ça, effectivement, c'est on revient sur la première perte, c'est-à-dire qu'elle est également financière, parce qu'une relation que vous auriez pu pérenniser, eh bien, elle va tomber à l'eau à cause de ce genre de choses. Enfin, pour terminer, la troisième conséquence possible, c'est ce qu'on appelle les pénalités légales. Les pénalités légales, ça dépend effectivement des secteurs d'activité dans lesquels vous fonctionnez, mais vous prenez simplement une facture. En France, vous êtes tenu de conserver vos factures pendant 10 ans. On vous demande de produire une facture jusqu'à 10 ans. Alors cette production, elle peut être sous forme papier, elle peut être sous forme d'un fichier informatique, mais si vous avez perdu tous les documents électroniques et que vous n'avez aucun document papier, donc document qui vous permettrait de réimprimer la facture et de justifier votre facture, vous pouvez être assujetti à des pénalités légales. Voilà. Des pénalités financières également. Donc les défis pour vous en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant ou toute petite structure, le premier, c'est l'investissement. Vous ne pouvez pas investir autant d'argent que peuvent le faire les grandes entreprises comme Nestlé ou Novartis par exemple. Le deuxième problème, souvent vous ne savez pas trop utiliser de nouvelles technologies, vous n'êtes pas très familier avec l'ordinateur. Pour vous c'est un outil, c'est pas votre outil, entre guillemets, c'est pas votre premier métier, et parfois effectivement on n'a pas envie d'utiliser certaines nouvelles technologies parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, on a peur de ne pas s'en sortir, etc. Donc ça peut être effectivement un problème pour vous, pour mettre en place une solution de sauvegarde.
Le troisième cas qui peut se produire, c'est que les solutions qui vous sont proposées sont destinées généralement à des PME ou à des grandes entreprises et ne sont pas adaptées à votre structure. Pas adaptées dans leur fonctionnement ou pas adaptées tout simplement d'un point de vue financier parce qu'elles sont beaucoup trop chères. Une autre objection qu'on entend parfois, c'est que mon conjoint n'est pas informaticien. Effectivement, parfois ça peut aider, mais ne pensez pas que ça soit la solution à tout et surtout ne pensez pas que ce soit un obstacle. Il ne s'agit pas de se dire ok, demain je vais me marier avec un informaticien ou une informaticienne parce qu'effectivement ça pourra m'aider dans mon travail ou pour faire sauvegarder mes données. Non, c'est pas forcément une solution. Vous avez même des gens qui vivent au quotidien avec des informaticiens et pour lesquels la sauvegarde n'est pas leur métier. Tout comme vous avez dans votre activité vous des spécialités et certaines spécialités sont totalement différentes d'autres. Et il faut des formations complètement différentes les unes des autres. Eh bien, la protection des données, c'est la même chose. Il y a différents domaines dans l'informatique. La protection des données est une spécialité parmi tant d'autres. Donc ne pensez pas que ça soit un obstacle. La dernière chose, la compréhension des solutions. Parfois, effectivement, vous avez beaucoup de solutions qui vous sont proposées, mais vous ne comprenez pas les différences de ces différentes solutions. Pourquoi l'une et pourquoi l'autre? Moi, j'ai le même problème quand je vais dans certains grands magasins où on me demande, où j'ai besoin de choisir un écran de télévision et on va me proposer un écran plat, un écran incurvé, un écran, etc., etc. Quelles sont les différences technologiques? C'est pas forcément très clair. Quand on n'est pas du métier, et c'est le même problème pour vous quand on vous présente différentes solutions de sauvegarde. Alors les idées reçues maintenant, on va un petit peu dépoussiérer tout ça. Les premières choses qu'on a, c'est on a souvent effectivement des gens qui effectuent des sauvegardes manuelles sur disque externe. À défaut d'avoir une vraie solution de sauvegarde, tout le monde l'a fait, hein, c'est quelque chose qui est simple à mettre en œuvre, hein, c'est ce qu'il faut reconnaître, c'est de faire une copie soi-même des fichiers, des données sur un disque externe. Alors, ce genre de solution, il faut bien comprendre qu'un disque dur ne fait que ce qu'on lui demande. Un disque dur est passif, il reçoit des ordres et il ne va pas vous rappeler que vous n'avez pas fait votre sauvegarde hier soir ou ce matin. Il ne fera que ce que vous lui demandez. Le deuxième point important pour ce genre de choses, c'est que c'est très très bien pour y sauvegarder vos photos de vacances. Si vous les perdez, ça fait toujours un peu mal au cœur, mais c'est moins catastrophique et on s'en remet plus facilement que si on a perdu ses données de production, ses données de travail. Les autres astuces qu'on trouve de ça, c'est le petit post-it collé sur l'écran de l'ordinateur ou à côté ou sur le bureau, post-it qui dit faire un backup. C'est un petit peu votre pense-bête que vous allez mettre pour vous dire attention, il faut penser à faire une sauvegarde. Donc ça n'est pas non plus une solution. Le post-it, on a vite fait de l'oublier, il a vite fait de tomber sous le bureau. Bref, c'est pas quelque chose de professionnel et ça ne peut pas, de par la définition, être un système, une automatisation au sens propre. De la même manière, certains sont tentés d'utiliser leur smartphone pour mettre une alarme. Le smartphone retentit et c'est signal pour vous qu'il faut faire la sauvegarde. Donc ça, même chose, c'est pas franchement non plus une solution. Donc ça n'est pas adapté à une solution professionnelle très concrètement. Les deuxièmes choses que j'ai pu observer, c'est les sauvegardes au moyen d'une synchronisation. Alors qu'est-ce que c'est que la synchronisation? La synchronisation, c'est faire une copie du fichier à l'identique sur un support secondaire. Voilà, c'est tout ce que ça fait. Le but d'une synchronisation, c'est de garder la même version sur le support de sauvegarde secondaire. Alors le problème qui se pose à ça, c'est que si vous êtes amené à supprimer votre fichier, la synchronisation va répercuter la suppression sur le support de sauvegarde. Alors il y a certaines solutions qui sont vendues comme de la synchronisation et qui vous proposent ce qu'on a vu de la version, c'est-à-dire la gestion une gestion des versions antérieures. Donc ce ne sont pas réellement des solutions de synchronisation, elles sont vendues comme telles, mais une vraie synchronisation ne va être qu'un miroir si vous préférez. Ça va être un miroir de votre disque dur, du contenu que vous avez sur un disque pour le copier sur un autre support de stockage. Alors le problème majeur de la synchronisation, c'est qu'en cas d'un virus par exemple, eh bien le problème
est répercuté sur la copie de sauvegarde. Votre fichier qui est vérolé va se retrouver également vérolé sur le support de sauvegarde. Donc si vous voulez effectivement restaurer la version, malheureusement vous aurez ni plus ni moins que ce que vous aviez sur votre PC. Parce qu'une synchronisation ne restaure que la dernière version disponible, généralement. La troisième chose que l'on peut observer, ce sont les gens qui travaillent sur des plateformes dédiées. Certains d'entre vous travaillent directement sur des plateformes de leurs partenaires ou de leurs fournisseurs, et par conséquent, toutes leurs données de production sont en ligne. Donc là, les fichiers sont directement stockés, hébergés, protégés, on l'espère, par votre fournisseur ou votre prestataire. Donc pour vous, c'est un problème de moins, je dirais, parce qu'effectivement, vous n'avez plus réellement de données sur votre machine. Par contre, la mise en place d'une solution de sauvegarde reste toujours d'actualité. Si votre machine devient totalement inopérante, auquel cas, vous ne pouvez plus travailler sur cette plateforme. Voilà. Donc ça, c'est également un problème. Alors, il faut savoir qu'une sauvegarde ne sauvegarde généralement que les données. Les vraies solutions qui vous permettent de restaurer la totalité de vos machines ont ce qu'on appelle une fonctionnalité bare metal restore, c'est-à-dire qui va permettre de restaurer la totalité de la machine. J'entends par totalité le système d'exploitation complet et pas uniquement les données. Donc ces solutions ne sont pas forcément adjointes ou sont des options aux solutions de sauvegarde auxquelles vous pouvez être amené de souscrire. Il faut bien effectivement faire le distinguo. Restaurer une machine ou restaurer des fichiers, la procédure est totalement différente et le logiciel doit vous proposer cette fonctionnalité. S'il ne le précise pas, considérez qu'il ne sauvegarde que les données. Alors il y a des fonctionnalités qui peuvent être facilement mises en place, qui sont ce qu'on appelle des fonctionnalités de snapshot par exemple, de cliché instantané. Ce sont des fonctionnalités qui sont disponibles sous Windows par exemple. Vous pouvez demander à protéger un volume, le volume système de votre machine Windows. Par exemple, quand vous installez un nouveau logiciel, Windows va faire ce qu'on appelle un snapshot. Il va faire une copie avant d'installer le nouveau logiciel pour avoir ce qu'on appelle un point de reprise. Ce n'est pas automatique, c'est quelque chose qu'il faut programmer, mais ça ne constitue pas en soi une sauvegarde, puisque le snapshot réside de toute façon sur le disque sur lequel vous avez vos données de production. Donc c'est une couverture partielle, mais qui vous permet dans certaines situations de revenir en arrière et de remettre votre ordinateur dans une situation stable, ou tout du moins meilleure que celle dans laquelle vous êtes. On trouve également ce genre de fonctionnalité sous Mac. On appelle ça Time Machine par exemple. Voilà, j'en dirai pas plus sur cette partie-là. Maintenant, le cloud est également extrêmement présent de nos jours. C'est une nouvelle technologie, enfin, ça n'est plus une nouvelle technologie. Maintenant, on va dire que la technologie est bien aboutie, elle est mature, elle est fiable, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mon propos n'est pas de critiquer le cloud, mais simplement de savoir ce que l'on va y faire et ce que l'on va y stocker. Donc, il y a certains fournisseurs qui fournissent du stockage gratuit sur le cloud. Okay. Donc là, c'est une solution effectivement qui semble alléchante, qui permet effectivement de stocker des informations à moindre coût, tout du moins un coût qui est nul, mais ça pose tout de même certaines questions. La première, c'est la sécurité des données. Qu'en est-il de la sécurité des données? Où sont-elles stockées? Suivant les activités que vous êtes amené à faire, suivant les clients avec lesquels vous êtes amené à travailler, vous avez potentiellement des problèmes de sécurité et de confidentialité au niveau de vos données. Le cloud est une solution qui va vous permettre d'externaliser, donc de faire une copie à l'extérieur de votre domicile de vos données de production, mais vous n'aurez pas de visibilité sur le lieu physique de stockage. Pour des raisons de continuité de service, donc de disponibilité des services cloud, l'information est généralement stockée sur un serveur. Elle peut être répliquée à plusieurs centaines de kilomètres dans un autre data center et votre information est stockée quelque part, donc d'où la notion de cloud. Donc là, ça peut effectivement être problématique en fonction des activités que vous êtes amené à mener, parce que vous pouvez très bien on peut très bien vous interdire à ce que les données sortent typiquement du territoire ou du pays dans lequel vous travaillez. Et ça peut être effectivement un gros problème. Il faut savoir que
quand vous souscrivez ce genre de service, la législation qui fait foi, généralement, celle qui est mise dans les conditions générales de vente, c'est celle du pays dans lequel est hébergées les données. Donc il y a beaucoup de fournisseurs cloud qui sont notamment des fournisseurs américains. Eh bien, si vous confiez effectivement vos données à ce type de fournisseur, vos données seront hébergées quelque part sur un serveur aux États-Unis. En cas de litige avec votre prestataire ou votre fournisseur, parce que vous estimez avoir subi une perte, la législation qui fera foi sera celle des États-Unis en l'occurrence. Donc ça, c'est vraiment, on arrive sur l'aspect qu'est-ce qui se passe en cas de problème. Déjà le problème de la juridiction, qui va décider d'une indemnité éventuellement si vous avez un problème majeur ou sérieux avec vos données de sauvegarde. L'autre question à se poser, c'est qu'en est-il du support technique? Si vous avez besoin de restaurer vos données, ou vous rencontrez un problème technique quelconque, ou que vous apercevez que le système de sauvegarde n'est plus opérationnel, quelle va être la réponse de votre support technique? Typiquement dans le cas précédent, si votre hébergeur est aux États-Unis, que le problème se passe le matin à 9 h, heure on va dire d'Europe ou parisienne, comme on souhaite, eh bien il se peut très bien que le support technique ne soit pas ouvert. Si vous avez besoin de restaurer le fichier dans l'heure, il va peut-être falloir attendre que le support technique, s'il est présent uniquement aux États-Unis, ouvre tout simplement ses portes, c'est-à-dire à 9 h heure de New York ou 9 h heure de San Francisco. Et là, effectivement, ça peut être problématique pour vous parce que vous pouvez rester déjà plusieurs heures sans solution concrète et donc sans fichier restauré. Donc ça, c'est également une composante, c'est également un point sur lequel il faut être attentif quand vous utilisez ou quand vous faites appel à ce genre de service. Alors, à noter que ces services peuvent être également payants. Alors, on parle de stockage gratuit, mais vous pouvez très bien également avoir des services payants, mais pour lesquels le support technique est toujours externalisé aux États-Unis. Alors, quelle est la solution idéale? Donc, toute solution possède des avantages et des inconvénients. Typiquement, je vais prendre l'exemple très simple, vous partez faire une randonnée en montagne, il y a une chaussure qui va être plus adaptée à une autre, bien évidemment. Rien ne vous empêche effectivement de partir avec des mocassins. Par contre, si le terrain devient un peu plus pentu, si il se met à pleuvoir ou s'il y a de plus en plus de cailloux, eh bien très rapidement, votre chaussure va ne plus être forcément adaptée à la situation. C'est la même chose au niveau des solutions qui vous sont proposées. Il y a beaucoup de solutions qui vous sont vendues comme des solutions de sauvegarde qui n'en sont pas. Et dans certaines situations, elles vont vous couvrir, elles vont vous permettre effectivement de restaurer, mais vous allez arriver très très vite à leur limite dans certaines situations. Et malheureusement, une solution de sauvegarde, une vraie solution de sauvegarde, c'est une assurance. Et elle doit vous couvrir dans toutes circonstances et dans toute situation. Donc la finalité pour vous, c'est de choisir le bon outil. Chaque outil a été conçu pour un usage qui lui est propre. Demain, il vous prend l'envie d'aller abattre l'arbre qui est au bout de votre jardin. Vous avez le choix entre une scie et une tronçonneuse. Vous n'aurez pas idée d'aller prendre un couteau. Voilà. C'est très concrètement, c'est la meilleure image qu'on puisse donner. C'est qu'il faut choisir le bon outil pour faire le travail avec lequel on est enclin de réaliser. Voilà. La deuxième chose importante, c'est que cette solution idéale pour vous doit répondre à vos contraintes et vos besoins qui sont différents selon vos habitudes de travail. Quand vous travaillez en tant qu'indépendant, que vous êtes tout seul au bureau, vous n'avez pas les mêmes habitudes de travail que les grandes entreprises. Les grandes entreprises commencent par exemple un matin, je dirais à 9 h, terminent à 18 h, on va dire sur des heures classiques de bureau, et les services informatiques de ces sociétés peuvent s'organiser en conséquence. C'est-à-dire qu'à partir de 20 h, on peut considérer qu'il n'y a plus personne au bureau, et pour ne pas pénaliser le travail quotidien des salariés, eh bien, on va déclencher effectivement une sauvegarde. Donc pour vous, effectivement, si vous devez à la fin de votre journée penser encore à déclencher une sauvegarde et à attendre surtout qu'elle se soit faite dans le temps imparti, c'est pas franchement une solution.
s'il faut attendre encore 2 heures supplémentaires pour que la sauvegarde se fasse, c'est pas possible. Alors, comment choisir sa solution? Donc, comme on l'a dit, c'est une assurance. Il y a 3 principes, effectivement, 3 choses importantes à se poser. C'est la première, c'est qu'elle doit être en adéquation avec vos besoins en termes de restauration et de conservation des données. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, restauration et conservation des données? On se posera un petit peu les bonnes questions après. La deuxième chose, c'est qu'elle doit respecter vos contraintes opérationnelles. On a parlé de 9h-18h, c'est une contrainte opérationnelle. Pour vous, vous travaillez en continu et il se peut très bien que vous ayez besoin que l'information soit sauvegardée au fil de l'eau. Parce que vous n'allez pas passer encore 1 heure ou 2 heures le soir en fin de journée à faire la sauvegarde de vos données pour protéger le travail qui a été fait pendant la journée. Ça, c'est pas possible. Le dernier point, c'est que cette solution, elle doit être en rapport avec vos moyens financiers. Il faut que l'investissement que vous allez faire dans une solution de sauvegarde, parce qu'on parle vraiment d'investissement, ne soit pas disproportionné par rapport au risque encouru. Vous n'avez pas les mêmes moyens qu'ont de très grandes entreprises, mais vous n'avez pas non plus la même infrastructure. Donc par conséquent, il faut que l'outil de sauvegarde que vous allez choisir, que le coût associé à cet outil soit en rapport avec votre activité et avec les risques que vous estimez. Donc l'adéquation à vos besoins, les questions qui sont très simples à vous poser, c'est les suivantes. C'est quel est le volume de données par jour que vous allez avoir à sauvegarder, par mois ou par an. Ça, c'est vraiment un premier indicateur. Ça va nous permettre effectivement de dimensionner au mieux la solution. Le deuxième, c'est quelle est la quantité de travail que vous allez accepter de perdre en cas de sinistre. Cette question, elle est cruciale. Est-ce que vous acceptez de perdre une journée de travail? Est-ce que vous acceptez de perdre une demi-journée de travail, 1 heure, quelques minutes ou aucune? En fonction de cette réponse, la technologie qu'il faudra choisir derrière va être différente. Et ça, c'est très important. Le coût n'est pas forcément le même non plus, bien évidemment. Si vous pouvez perdre une quantité de travail important, une journée, eh bien dans ce cas-là, on fera une sauvegarde le soir. Tout simplement. Dans d'autres cas, il faudra trouver d'autres solutions. La troisième question à se poser, c'est la conservation des données. C'est ce qu'on appelle la rétention. Combien de temps est-ce que je dois conserver mes données de sauvegarde? On a parlé des factures tout à l'heure. Les factures doivent être conservées 10 ans. Vous avez des documents de travail que vous allez peut-être garder tout le long de votre profession également. Donc ça, c'est vraiment aussi important, c'est de savoir est-ce que vous allez pouvoir restaurer les versions dans 1 an, 2 ans, etc. Et surtout, combien de versions est-ce que vous allez garder? Si vous travaillez en continu toute la journée, ce qui vous importe, c'est d'avoir un maximum de versions restaurables dans la journée. Le soir, on peut très bien imaginer qu'il ne vous reste plus qu'une seule version et que le lendemain, vous n'ayez accès qu'à la version de la veille, par exemple. Et que le lendemain, vous ayez encore toutes les versions restaurables et ainsi de suite. Et ce processus peut se répéter tout le long de la semaine et on peut très bien avoir à conserver quelques versions pour chacun des jours de la semaine, par exemple. La dernière question à se poser, c'est est-ce qu'il est facile de restaurer un fichier, un dossier? Quelles sont les possibilités de recherche en cas de perte? Donc il y a beaucoup de solutions également qui sont proposées, comme des solutions de sauvegarde, et on voit très très vite les limites de ce genre de solutions, parce que ce genre d'outils, des outils de recherche, des outils qui vont vous faciliter la vie, qui vont vous permettre de restaurer une arborescence et tout son contenu, ainsi que des sous-dossiers, eh bien il y a certaines applications qui ne le proposent pas, pour lesquelles c'est très très fastidieux, c'est extrêmement compliqué. Le problème aussi quand on perd un fichier, c'est qu'on n'a pas forcément l'idée de là où on l'a perdu. Ça c'est comme les clés où voilà. On est toujours effectivement amené à les chercher, et donc on n'a pas forcément la réponse du répertoire dans lequel on l'a perdu. Donc là, si l'outil ne vous propose pas une recherche, un outil qui va vous faciliter la vie, qui va vous dire ok, quel était le type de fichier, par quelle lettre est-ce que ça commençait par exemple, donc ça peut être des indications et des aides surtout pour vous pour restaurer rapidement l'information. Donc les contraintes opérationnelles, comme on l'a dit,
vous partagez effectivement les mêmes contraintes que les grandes entreprises, c'est-à-dire protéger vos données informatiques. Par contre, vous n'avez pas du tout le même fonctionnement. Donc on va revenir sur la fenêtre de sauvegarde. Donc la fenêtre de sauvegarde, c'est la période pendant laquelle la sauvegarde va déclencher. Si on prend, comme je vous l'avais dit, une entreprise classique, on considère que la fenêtre de sauvegarde, c'est le soir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les employés sont partis, le système informatique, le responsable informatique et puis son équipe, a toute l'amplitude pour sauvegarder les données jusqu'au lendemain matin, heure à laquelle les salariés vont revenir. Le problème qui s'offre à vous, c'est que vous n'avez pas cette fenêtre de sauvegarde. Vous ne pouvez pas, comme on l'a dit, vous permettre de sauvegarder, d'attendre entre guillemets encore à la fin de la journée votre sauvegarde. Donc il faut pouvoir travailler et il faut pouvoir sauvegarder au fur et à mesure. Donc il faut pouvoir faire ce qu'on appelle de la protection continue. L'autre point important pour vous, c'est que cette sauvegarde doit être transparente. Vous ne devez pas avoir à vous en préoccuper. On oublie le post-it, on oublie le smartphone avec son alarme. Il faut impérativement que ce processus de sauvegarde soit complètement transparent pour vous, que vous n'ayez qu'à vous concentrer sur votre activité. L'autre problème, généralement rencontré, c'est le lieu de stockage. Où stocker les copies de sauvegarde en sécurité. Si vous faites une copie de vos données de sauvegarde sur un disque externe, et que le disque externe est à proximité de votre ordinateur ou dans la même pièce, si vous subissez un incendie, que la totalité de votre appartement brûle, eh bien vous perdez à la fois vos données de production et à la fois vos copies de sauvegarde. Donc là, le problème est d'externaliser, c'est-à-dire d'avoir une copie externe des données vers un site de stockage approprié pour vos données. Le dernier point, c'est que, comme on l'a déjà dit, la solution doit être simple, à la fois à l'utilisation, on a parlé de facilité de recherche, mais il faut également que ce soit simple à installer, et surtout il faut qu'elle soit compatible avec votre système d'exploitation. Il faut veiller à ce que cette solution soit faite pour Windows en fonction de la version que vous utilisez, macOS ou Linux par exemple. Sinon l'investissement sera à perte. Enfin, l'investissement. Tout est une question de coût. Le but est effectivement d'investir en rapport avec les risques que vous estimez. Vous allez faire des investissements qui doivent être à la hauteur des risques encourus. Inutile d'investir beaucoup de manière très, très importante si effectivement les risques sont minimes, bien évidemment. Mais il faut effectivement trouver cette balance, trouver ce juste équilibre entre ce que va vous coûter la solution de sauvegarde à l'acquisition ou à l'exploitation et le risque et tout simplement ce que ça va vous coûter en cas de perte. Alors là, vous pouvez faire un petit calcul simple. Par exemple, si on prend les traducteurs, par exemple, considérons qu'ils traduisent 2500 mots par jour, qu'ils ont une facturation brute, admettons, de 45 € par heure. On peut estimer dans ce cas que à l'issue des 3 heures et quelques de travail qui ont été effectués, vous voyez, le fichier a été créé un petit peu avant 9 heures, le sinistre est intervenu un petit peu après midi, donc il s'est écoulé à peu près 3 heures de travail, eh bien la pénalité, le coût direct effectivement à ce sinistre, il est déjà supérieur à 135 €. Donc ça c'est le premier constat qu'on peut faire. Maintenant, s'il s'agit d'une TM, donc d'une mémoire de traduction, par exemple, si elle est perdue ou si elle est corrompue par une mise à jour malheureuse, eh bien effectivement, là, le coût, je vous laisse le calculer, mais il est nettement plus important que les 135 €. Donc voilà, donc ce petit calcul, vous pouvez le faire, que vous soyez traducteur, photographe, avocat, notaire, etc. En fonction ou même médecin, en fonction de l'activité que vous exercez, faites un simple calcul de votre taux horaire et de l'investissement que l'on va vous demander derrière dans votre solution de sauvegarde. Ça vous donnera effectivement déjà quelques investissements. C'est comme une assurance. On parle d'assurance. Dans ce cas-là, typiquement, la quantité de données que vous allez perdre, ça va être la franchise. Ça va être la franchise que l'assurance va vous appliquer.
La franchise, si elle vous dit qu'en dessous de 150 euros, c'est pour votre poche, et bien là, c'est pareil. Monsieur, je ne suis pas la solution de sauvegarde ici, elle vous couvrira au bout d'une heure, au bout de 2 heures, au bout de 3 heures, et ça va être la quantité de travail que on va vous dire que vous allez perdre en cas de problème. Voilà. Donc ça, c'est à vous ensuite de faire le calcul chez vous, mais c'est quelques pistes effectivement qui sont intéressantes. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez me contacter, n'hésitez pas à me contacter par email pour toute question relative à ce webinaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je vais mettre fin au webinaire. Je vous remercie. Au revoir.